Bonjour à tous. Le plus grand réseau 5G privé a été déployé sur un site industriel à Calais. Nous y étions. Vous verrez quelques images de ce reportage en ouverture aujourd'hui. Je reçois également Maxime Lombardini, qui est le vice-président de Free Iliad. Il fait partie des 2 acteurs européens qui ont participé à ce déploiement d'envergure. Et puis ce sera le débrief de l'actu. On va beaucoup parler des télécoms également dans ce débrief, dans cette édition. On aura également un rendez-vous avec Bernard Ougrelian, qui est un des piliers des technologies de Microsoft France. On terminera par notre chronique Où va le web avec tout cet univers de Charlie Chaplin qui est en train de se déployer dans les métavers. Mais tout de suite, pour commencer, on part à Calais, la plus grande usine 5G d'Europe. C'est l'interview dans Smart Tech. Sujet d'ouverture aujourd'hui, l'inauguration du plus grand réseau 5G privé opérationnel, commercial, déployé sur un site industriel. Il s'agissait de l'usine ASN de Calais. Alors ASN, on va repréciser, entreprise française qui appartient au groupe finlandais Nokia via sa filiale française Nokia France, ex-Alcatel-Lucent. C'est le numéro 1 mondial de la fabrication et de la pose de câbles sous-marins en fibre optique. Aujourd'hui, on n'a que 3 entreprises qui dominent ce marché mondial. C'est une activité évidemment éminemment stratégique, la pose de câbles sous-marins. 99% du trafic Internet passe par ces câbles sous-marins. Et alors à la manœuvre de cette couverture 5G assez exceptionnelle dans son envergure, puisqu'elle couvre 11 bâtiments et les quais de chargement des bateaux câbliers, on parle d'une surface de 160 000 m² environ. Eh bien à la manœuvre, 2 entreprises technologiques européennes, Nokia d'un côté et Free de l'autre. Et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Maxime Lombardini, le vice-président d'Iliad Free. Bonjour Maxime. Bonjour Delphine. Bienvenue. On était ensemble à l'inauguration de cette usine ASN de Calais, ASN Alcatel Submarine Networks. Vous avez posé là-bas 57 points d'accès 5G en intérieur, plus 2 en extérieur. C'est un projet assez gigantesque, le plus gros projet aujourd'hui opérationnel en Europe. Je dois dire qu'aux manettes, on attendait un opérateur d'importance tel que Free, mais pas forcément Free. C'est une surprise de vous voir sur un projet de site industriel. On était très heureux de cette opportunité parce qu'on est rentré, si je puis dire, sur le marché télécom entreprise il n'y a pas très longtemps. Et c'était une opportunité incroyable que de pouvoir apporter la 5G dans sa version industrielle, dans le cadre en plus d'un programme d'avenir, donc aidé, soutenu financièrement par l'État. Et avec un partenaire de grande qualité qui est Nokia. Nokia, c'est notre partenaire sur le réseau mobile en France, et leur filiale sur les câbles sous-marins a une très grande usine, très belle, on a visité ensemble, et c'était l'occasion. Et donc cette opération, c'est le fruit du rachat de Jaguar finalement. Le lancement de Free Pro, là d'un seul coup, il prend une envergure un peu différente de ce qu'on avait vu au départ. Puis c'est aussi l'avènement de la 5G industrielle. C'est cette occasion, c'est le fait que nous rentrions sur ce marché entreprise, qu'on ait une opération sur laquelle on pouvait mettre en place. Vous attendez sur les PME, vous n'attendez pas sur un énorme site industriel. Mais le site c'est vrai, mais le site industriel, je pense qu'il apporte des services qui peuvent être, dans une certaine mesure, dupliqués sur des entreprises beaucoup plus petites. Comme on l'a vu pendant cette visite, la 5G, elle permet d'une part d'améliorer des choses qu'on faisait déjà, donc de les faire de façon plus efficace ou plus agréable pour ceux qui le font. Ça rend possible des choses qui n'étaient pas faisables avant, en termes de contrôle de la production. Oui, on voit se développer des cas d'usage. Alors pour l'instant, on n'en a vu que 5 cas d'usage, mais on imagine que ça va être bien plus important. Vous avez dû développer un cœur de réseau complètement dédié. Je vous propose qu'on écoute Bertrand Fievet, qui est le responsable réseau chez vous, réseau radio chez Iliad. Il nous explique justement ce que c'est un réseau 5G privé. Alors ici justement, donc on a construit avec Free Mobile et Free Pro une couverture radio 5G. Alors pourquoi elle est déjà privée ? Elle est privée parce qu'en fait les fréquences qu'on utilise ne vont transporter que des données de l'usine. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Et le deuxième élément, on parle d'un cœur privé
car le cœur n'est connecté qu'aux antennes qui ont été déployées sur le site, donc les 57 antennes qui ont été déployées pour couvrir les 11 bâtiments, et elles sont toutes connectées à ce cœur de réseau. Ça vous permet de construire un réseau avec des débits, des temps de latence peut-être différents. Ils sont de quel ordre ici? En fait, le cœur privé, il a l'avantage en fait, d'être ici dans l'usine. Donc souvent la latence, il y a la technologie qui joue, mais il y a aussi la distance entre le cœur de réseau et l'antenne. Ici, comme on est sur le même site, on parle de quelques millisecondes, alors que sur un réseau public, on est plutôt sur quelques dizaines de millisecondes. Et sur les débits, on va avoir plusieurs centaines de mégas qui vont être dédiés aux usages de l'usine et aux usages des différents objets connectés qu'on a pu voir aujourd'hui. Ce qu'il faut réussir, c'est à inviter les entreprises à utiliser les cas d'usage qu'ils peuvent identifier pour lancer cette technologie de 5G privée et de comprendre qu'une fois que ce réseau est disponible, en fait, plein de cas d'usage supplémentaires pourront être proposés et pourront valoriser l'infrastructure. Il y a 57 antennes 5G aujourd'hui au sein des 11 bâtiments, plus 2 à l'extérieur. C'est énorme. Il en faut autant? On est quand même sur un environnement qui peut être complexe. On a des grands hangars. Donc ça va à couvrir. Mais après, on a des salles comme les salles de cuve où en fait, on va avoir des parois métalliques qui vont limiter la couverture de nos antennes. Donc, Alors, on parle d'un déploiement qui s'est réalisé en 2 phases et qui a pris quand même pas mal de temps. Enfin, en tout cas, chez ASN, on nous parle d'un projet qui a été lancé il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans. Pourquoi ça prend autant de temps, Maxime? D'abord, ce qu'expliquait Bertrand Fievet, c'est un environnement qui est complexe. Ensuite, les cas d'usage, il fallait bien les définir. Donc ça, c'était plus du côté de nos partenaires d'ASN. Et puis, il y a également la maturité de la technologie elle-même, c'est-à-dire un cœur de réseau privé. Et puis, au bout du réseau, les terminaux pour recevoir et dialoguer avec le réseau, qui devaient aussi être à la fois disponibles et adaptés. Alors, ensuite, ouais. Sur les 2 phases, donc d'abord peut-être identifier, c'est ça, les besoins, et ensuite le déploiement et l'installation. Voilà, le déploiement en tant que tel n'était pas très compliqué. Enfin, ça, on est habitué à un très grand nombre de sites sur le territoire. Donc, couvrir une usine, c'était des choses tout à fait faisables. C'est plus du côté du cœur de réseau et puis du côté de la définition des usages que toutes les promesses de la 5G sont en train de se développer progressivement. On en voit déjà quelques-unes, mais il y a beaucoup de choses à venir. C'est vrai que là, on est devant un cas où on voit se concrétiser finalement l'industrie 4.0 qui peut s'appuyer sur de la 5G. L'intérêt d'utiliser la 5G, c'est que c'est un réseau plus mobile, plus facile à déployer, plus rapide. C'est surtout que les fonctionnalités permises par le cœur de réseau sont beaucoup, beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que la 4G a beaucoup de qualités, mais n'est pas aussi modulaire, notamment pour des usages industriels, que l'est et va l'être la 5G. Donc la 5G, mais je parlais en comparaison avec un réseau fixe. On pourrait imaginer une box reliée à la fibre optique et puis du Wi-Fi qui dispatche. Oui, mais là aussi, la capacité à gérer un très grand nombre de points de connexion ou la capacité à dédier un débit particulier à un endroit, la sécurisation... Enfin, une multitude d'aspects qui, pour une entreprise, sur une activité industrielle pointue et critique, sont infiniment mieux gérés avec la 5G. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que lors de la visite, d'ailleurs, je tiens à remercier Thomas Lecointe, qui était vraiment excellent, le directeur des opérations d'ASN, de l'usine. Lors de la visite, il nous a dit, par exemple, on avait déjà des lunettes de téléassistance, mais finalement, on ne les utilisait pas parce qu'on n'avait pas le réseau suffisant. Alors, je vous propose qu'on écoute Patricia Fornet, qui est la vice-présidente des opérations industrielles chez ASN. Elle va nous parler justement de ce que ça change au quotidien dans cette usine. C'est l'inauguration aujourd'hui, donc ce sont les débuts et vous avez vu les cas d'usage qu'on est en train de développer sur le site. Mais oui, ça va être une véritable transformation. Pour vous donner une simple image, en fait, aujourd'hui, les opérateurs travaillent avec des papiers, des procédures qui sont donc sur des papiers. Donc on a des classeurs dans un tas d'armoires et demain, ils seront avec une tablette. Donc tout sera digitalisé au niveau des procédures de production. Et donc ils auront leurs procédures sur une tablette et on aura toute la traçabilité, donc aussi un intérêt qualité et sécurité de l'information liée à cette 5G. La sécurité, ça c'est un point très important dans le domaine industriel. On l'a dit, ASN c'est quand même une activité hyper stratégique. Bon, je pense qu'on peut le dire de toutes les industries. Comment est-ce qu'on s'assure justement de la totale sécurité de ces réseaux privés ?
Il faut d'abord voir ce que permet la technologie, et la 5G permet beaucoup de choses en la matière. Et après, c'est à chaque point du réseau, en partenariat avec l'entreprise concernée, qu'on examine et qu'on apporte des solutions ad hoc. Il faut avoir une carte SIM spécifique déjà pour se connecter au réseau. Absolument, oui. Et puis là, on est sur un réseau privé, de toute façon. Donc complètement il n'est pas connecté hermétique au reste du réseau. réseau. Le premier gage de sécurité. Et ensuite, c'est compliqué de résumer la sécurité en une phrase. C'est vraiment un travail de très grand détail sur lequel le dialogue entre l'industriel et l'opérateur du réseau et l'apporteur de solutions logicielles est essentiel. Et là, donc c'est une première étape pour vous dans l'industrie. C'est une démonstration de ce que vous êtes capable de faire. Est-ce que ça présage du déploiement demain de FreePro au sein du monde industriel ? Bon, alors on a déjà beaucoup de clients entreprises sur notre offre FreePro, qui est une offre plus simple, qui ne vise pas à couvrir comme ça une très grande usine. Mais ce contrat que vous avez la gentillesse de mettre en avant, c'est effectivement ce qu'on aimerait développer avec des entreprises soit de cette dimension-là, soit des entreprises plus petites. Et il faut vraiment se dire que la 5G, elle est à la portée même de petites entreprises. Ce n'est pas forcément des investissements colossaux. Ouais. Et ça apporte un service potentiellement très important. Ça facilite la production, ça fait gagner de la productivité. Ça permet d'imaginer des automatisations que jusque-là, on ne pouvait pas envisager. Et ça, même pour des entreprises modestes. Il ne s'agit pas uniquement de parler à des grands industriels. Et alors, c'est maintenant, nous dit Philippe Herbert, qu'on a retrouvé aussi là-bas. C'est le pilote de cette mission 5G Industrie qui lui a été confié par la Direction générale des entreprises au ministère. Il nous dit, c'est maintenant, il ne faut plus attendre. On l'écoute. La 5G dont on parlait comme, oui, c'est pour demain ou après-demain, mais non, c'est aujourd'hui. Et il y a une chose également que je voudrais dire, pour en arriver là, Alcatel Submarine Network qui a travaillé beaucoup en amont, c'est 12 à 18 mois de travail. Donc c'est maintenant qu'il faut démarrer parce que si on veut être au top dans les stades de maturité qui vont démarrer en 2024, 2024 c'est demain et c'est maintenant qu'il faut démarrer. On le voit aussi ici et c'est important pour les autres, il y a un sujet de compétences. Et c'est-à-dire on est en train de voir et même la personne de Nokia ici le mentionnait. Bon, elle dit c'est intéressant, il y a des nouveaux horizons qui s'ouvrent à nous, mais on voit très bien que c'est un couplage entre le monde des télécoms, le monde de l'informatique et le monde de la réalité industrielle. Et ça, ce sont des compétences un peu nouvelles et qu'il faut aussi favoriser. Ça fait partie du travail qu'on est en train de faire. Oui, la compétence, c'est aussi de savoir travailler ensemble. Donc là, vous apprenez à travailler avec l'industrie. Avec l'industrie, mais on parle beaucoup d'industrie, c'est pas que pour l'industrie, c'est également pour le tertiaire, c'est également pour l'agriculture. Enfin, la 5G, elle peut apporter à l'économie en général beaucoup. Mais c'est vrai, comme le disait M. Herbert, que le point central à ce stade, c'est d'arriver à catalyser la capacité des réseaux qui est là, et des opérateurs qui savent accompagner des clients, et le tissu économique qui peut-être se dit encore beaucoup, la 5G, c'est pas mûr, c'est pas pour moi, alors qu'il y a des tas de choses qu'on peut faire maintenant, sans forcément partir sur des investissements colossaux. Donc, n'hésitez pas à venir voir votre opérateur, surtout si c'est FreePro. On Mais peut pas que, tout est ouvert. En tout cas, on est très content qu'à la manœuvre, on trouve 2 acteurs technologiques européens sur ce projet. Merci beaucoup, Maxime Lombardini d'Iliad Free, d'avoir commenté avec nous cette inauguration impressionnante de plus grand réseau 5G industriel déployé. C'est parti, merci beaucoup. C'est parti pour le débrief de la tech. C'est parti pour le débrief de la tech. On va beaucoup parler de télécom aujourd'hui avec mes débatteurs Alain Staron, le cofondateur et président d'Artifil et son œil disruptif. Bonjour Alain. Bonjour et Philippe Legrand, le président d'Infranum. Oh là là, ça va être super parce que comme il y a plein de sujets télécom, vous allez nous révéler beaucoup de choses, j'imagine. On va commencer avec la filière télécom fragilisée, affaiblie. Point d'interrogation. En tout cas, on a une 12e étude qui a été initiée par la Fédération française des télécoms sur l'économie du secteur en France. Est-ce que vous trouvez la situation préoccupante ? Je donnerai les détails de ce rapport, mais déjà, je voulais avoir votre impression générale. Est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui, il y a matière à s'inquiéter pour cette filière télécom ? Je vais commencer par Alain quand même. Oui, absolument. Ah. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit la bonne approche.
de celle dont on va parler. D'accord, c'est-à-dire ce qu'ils réclament, c'est ça? En gros, il y a un vrai sujet autour de l'avenir de la filière télécom percée, circonscrite à la partie télécom pure et dure, Ouais. eu égard à l'écosystème, ce qui se passe par ailleurs. La réponse est-elle de faire de la réglementation pour modifier les grands équilibres économiques? Je ne suis pas tout à fait sûr. D'accord. Avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous trouvez la situation préoccupante? Préoccupante, oui, et surtout, et pour répondre à Alain, déséquilibrée. Déséquilibrée, anormalement déséquilibrée, même paradoxale, puisque la France est le pays dans lequel les opérateurs télécoms et les opérateurs d'infrastructures investissent le plus, et pour autant, celle qui pénalise le plus l'investissement, c'est complètement paradoxal. On se gargarise, nous sommes fiers de cette situation, et pour autant, on pénalise et on empêche nos opérateurs d'investir davantage. Alors on parle quand même d'un secteur où pour l'instant on fait des marges, on n'est pas sur des opérateurs déficitaires. Mais ok, la situation alors telle qu'elle nous est présentée dans ce rapport, c'est qu'effectivement on est les champions de la connectivité avec des investissements records, des prix ultra compétitifs par rapport à tous nos voisins. Sur les prix, on nous rappelle qu'ils n'ont pas baissé depuis 10 ans et qu'on a les tarifs les moins chers en parité de pouvoir d'achat aujourd'hui. Sur les investissements, on parle de près de 15 milliards d'euros en 2021. C'est 2 fois plus que ceux réalisés, par exemple, dans d'autres infrastructures comme le transport ou l'énergie et la voie ferrée. Donc, très bien, on va dire c'est plutôt des bonnes nouvelles. On a des opérateurs qui investissent, on a des prix qui sont bas en France, on a l'emploi aussi, 400 000 emplois dans les télécoms, mais badaboum, il y a une fiscalité qui est très forte. Alors j'allais dire, ça c'est pas tellement une surprise en France. La France est un pays merveilleux qui a parfois des allures d'économie administrée, en effet. Cette fiscalité est très lourde, c'est 1,5 milliard d'euros chaque année, c'est 3,1% du chiffre d'affaires des opérateurs, c'est colossal. On ne peut pas continuer à espérer avoir des champions internationaux des télécoms si on les pénalise sur le marché français, qui aujourd'hui est un marché en perte de vitesse pour les opérateurs qui ont intérêt à investir à l'étranger. Demain, la question c'est souhaitons-nous, avec la consolidation du marché des télécoms, souhaitons-nous acheter nos abonnements chez Telefonica ou Vodafone, ou souhaitons-nous que nos opérateurs français puissent continuer leur développement international et solidifier leur base? En plus de cela, la filière, rappelez-vous, le 6 octobre dernier, nous avons tiré un signal d'alarme sur la filière derrière, parce que pour que l'économie ruisselle, il faut qu'en haut, tout le monde se porte bien. Ouais. Et je peux vous dire qu'en bas, nous avions beaucoup de difficultés à bien vivre, à être bien payés par les opérateurs qui eux-mêmes avaient des difficultés à adosser leur économie à certaines certitudes. Là, aujourd'hui, la situation est effectivement préoccupante et il faut aider le secteur. Alors vous n'êtes pas d'accord avec la demande d'allègement de la fiscalité, Alain? Non, c'est pas... Ça m'étonne. Pour être un peu plus précis sur comment Ouais. je vois les choses. Effectivement, en France, on a des champions parmi les grands pays. Et ça, c'est une vraie nuance importante. On n'est pas les meilleurs des télécoms dans tous les pays du monde. La Corée ou les pays plus petits sont beaucoup plus forts que nous. Pourquoi? Parce qu'on a un grand pays avec des zones disparates en termes de population et donc des contraintes pour les télécoms extraordinaires. Aujourd'hui, c'est une obligation faite aux opérateurs télécoms, on parle des zones blanches, etc., d'investir là-dedans. Donc, la contrainte de la France en tant que grand pays impose des dépenses supplémentaires. Et là, oui, absolument, c'est le bien commun, c'est la fiscalité qui peut faire quelque chose. Bien. Et cette fiscalité, elle est spécifique pour les opérateurs, puisqu'ils participent à la fois au déploiement des territoires, aux croissances des territoires, mais aussi à la culture. Alors, justement, donc, qu'on aide les opérateurs télécoms à aller équiper des zones blanches, oui, ça fait partie du bien commun. C'est, en tant que nation, on ne peut pas faire autrement. Enfin, on est solidaires, donc il faut bien aider tout le monde. Bien. Okay. Ensuite, c'est l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, les télécoms souffrent du fait que dans un écosystème plus grand, elles deviennent une commodité, et c'est jamais très agréable d'entendre se dire qu'on est une commodité, dans l'univers du numérique, utilisé par, malheureusement, les Américains. Orange, on a vu ça très récemment, est en train. Ça, c'est leur métier depuis le début, j'ai envie de dire. Hein. On est en train Orange est en train de se désengager. Oui, Orange est en train de se désengager de ses activités de studio, etc. Donc de désengager de tout ce qui fait de la marge dans l'univers complet, dans l'écosystème complet. Leur métier, c'est effectivement faire des infrastructures. Si le monde bouge et que l'infrastructure devient une commodité pour le reste, la question devient comment je fais pour récupérer un peu du gâteau
qui est au-dessus. Et c'est là que je suis un peu inquiet, parce que si dire je récupère du gâteau, c'est dire je demande à un tel de payer sur sa part de consommation du réseau. Un tel, en l'occurrence, il demande à ce que les GAFA Oui. participent davantage à l'investissement sur l'infrastructure. Oui, et autant on a un sujet autour des GAFA qui font du profit, qui n'est pas taxé là où il faut, autant on a un vrai sujet de rééquilibrage au niveau macroéconomique, autant sur le plan de l'organisation du business, je ne suis pas sûr qu'il faille déshabiller ceux qui gagnent pour habiller ceux qui n'y arrivent pas. Ouais. En tout cas, oui, c'est ça. Il faut aussi développer ses propres sources de revenus. C'est ça que on a compris, exactement. Ouais. On a compris qu'on était une infrastructure, qu'on devenait d'une commodité. Et bien, qu'est-ce qu'on fait pour en sortir? Et il ne faut pas demander à l'État. Il y a quand même un chiffre intéressant. En 6 ans, en France, la croissance annuelle des revenus des acteurs de l'Internet est 9 fois plus importante que celle des opérateurs. Bon, vous allez me dire, bah oui, ils ne font pas le même métier. Dans ces conditions, ça va être compliqué de demander un peu plus d'efforts aux opérateurs, parce que vous avez effectivement rappelé votre cri d'alerte. Vous dites, attention, les sous-traitants, il faut davantage les rémunérer. Orange a dit le premier, très bien. Je vais faire un effort, je vais davantage payer les sous-traitants, mais enfin, ça va avoir du mal à ruisseler, là, justement, auprès des autres opérateurs, non? Alors, effectivement, Orange a dégainé le premier, et franchement, c'est un acte de grande responsabilité compte tenu de la situation actuelle. On remercie encore une fois Christelle Hedman qui s'est emparée elle-même du sujet. Les autres opérateurs, Bouygues Télécom a annoncé également prendre cette initiative de revalorisation de la filière, c'est parfait. Toutefois, il faut aussi penser global. Là, je vous rejoins sur le fait d'avoir un raisonnement global. N'oublions pas que cette fiscalité, ce 1,5 milliard, il n'est pas réinjecté pour la péréquation, pour les territoires. Ce 1,5 milliard, il part, comme vous l'avez rappelé, dans la culture, il est redistribué aux collectivités pour une partie, et les collectivités les plus importantes. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi l'IFER, cette taxe qui pèse 300 à 400 millions d'euros et qui ne cesse d'augmenter, n'est redistribuée qu'aux grandes collectivités, alors que les petites ne touchent rien. Ouais. C'est tout le paradoxe. Alors d'ailleurs, je crois qu'à l'ARCEP, ils ont effectivement entendu ce point. Oui, je l'espère, et pas qu'à l'ARCEP, au Parlement également. Je pense qu'en 2023, on va pouvoir remettre les choses sur la table. Mais pour aller sur le fond stratégique du sujet que vous abordez, sur le partage de la valeur, donc la France consent des investissements privés, publics aussi. L'État, les collectivités sont extrêmement partie prenante pour générer davantage de bénéfices à des gens qui ne payent pas pour l'utilisation du réseau. À un moment donné, je ne sais pas quelle doit être la bonne formule pour que ces acteurs contribuent, mais on ne peut pas faire ça. Valoriser les grandes firmes américaines uniquement, il faut aussi alors peut-être faire émerger bien sûr nos champions français qui bénéficient de cette infrastructure française, mais quand même rétablir un semblant de justice et d'équilibre entre les opérateurs et les utilisateurs. Et puis sinon aussi, ce qui se passe, c'est les prix qui vont augmenter aussi pour les abonnés, pour les utilisateurs. On le voit déjà du côté d'Orange. C'est la dernière chose qu'on veut. Ouais. Donc un exemple. Rapide alors. Les CDN, les Content Delivery Network, ce qui fait que les vidéos arrivent jusqu'au particulier. Les vidéos, vous savez tous maintenant que c'est plus de la moitié, voire 3/4 de la consommation Internet. Donc ça bouffe de la ressource, du réseau. Comment peut-on faire pour être plus astucieux? On peut délocaliser des serveurs, des calculateurs au cœur des réseaux. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que la bande passante utilisée est beaucoup plus faible. Qui déploie ces serveurs au cœur des réseaux de nos opérateurs télécoms? Netflix. Ouais. Donc on a un vrai sujet de disruption en cours. Et donc plutôt de dire j'impose les autres, je ferais mieux, moi, je préférerais qu'on se concentre sur comment je mets en place une architecture nouvelle. C'est vraiment une architecture, je ne sais pas encore comment la qualifier, mais de réseau souple qui vient s'adapter à la demande en mettant de l'informatique et pas que des tuyaux. Mais on le fait en France. Oui, vous êtes en train de... Mais pourquoi 280 data centers en France, de proximité, plus 20% en 2022. C'est énorme. La France, dans les infrastructures numériques, on se gargarise, mais c'est vrai, la France est la championne des infrastructures numériques, aussi sur les data centers, et on s'est emparé du sujet en lançant une mission spécifique, parce qu'effectivement, ça va contribuer aussi à l'économie globale. Bon, c'est bien, donc on prend la mesure. Netflix. Je voulais aussi faire une petite annonce, puisque là, en ce moment même, on est en train d'inaugurer le 2 millième pylône. Donc dans ce New Deal mobile, on voit bien que les déploiements continuent à avancer dans les zones blanches, et c'est un 2 millième pylône qui est inauguré avec le ministre du Numérique, Jean-Noël Barrot, qui aura fait le déplacement en Seine-Maritime. On passe à l'autre actualité, c'est cette mauvaise passe, non plus pour les télécoms, mais pour le secteur des cryptos, avec la faillite de cette grosse bourse d'échange de crypto-monnaies FTX, l'arrestation de son fondateur, alias SBF, et puis aussi la colère en France de l'ADAN, qui représente les acteurs de ce monde de crypto et des actifs numériques, qui dénonce une accumulation de coûts portés
au secteur. Vous regardez ça comment, ce sorte de mini-crack là dans les cryptos? Je regarde ça comme une sorte de jungle. C'est un marché non régulier, il n'y a pas d'autorité financière qui gère le marché de la crypto. L'erreur d'un dirigeant, SBF, pour son acronyme, est colossale. Enfin, les erreurs, parce qu'il a un peu joué avec l'argent qui n'était pas le sien, c'est très très lourd de conséquences. La difficulté des cryptos, c'est quand elles ne sont pas adossées à une économie physique. Par exemple, je suis actionnaire d'une société qui s'appelle Mainbot et qui a lancé sa crypto. C'est un grand succès parce que c'est adossé à des services réels. Et je pense que ça sécurise naturellement le marché de la crypto-monnaie qui n'est plus alors que spéculatif. Quand c'est que spéculatif, il faut une autorité des marchés financiers pour réguler. La preuve, SBF, c'est ce qu'il avait fait avec son fonds FTX. Et FTX se posait un peu en grand régulateur et puis ça a été une catastrophe. Alors le problème, c'est que là, justement, en France, l'ADAN dénonce le fait que désormais, tous les opérateurs français vont devoir obtenir une accréditation, un agrément, exact, auprès de l'AMF, et que là, on est plutôt en train de pénaliser les acteurs qui travaillent de manière légale en France. Mais en revanche, on ne fait pas la chasse à tous ceux qui opèrent en France de manière plus ou moins légale et qui sont des acteurs étrangers. Donc là encore, on voit qu'il y a un problème de régulation. Il faut réguler, mais attention, si on s'auto-pénalise, est-ce la solution ? La difficulté, c'est que c'est une économie planétaire, mondiale. C'est-à-dire que... Et puis alors là, il n'y a aucune uniformisation, même au niveau européen pour l'instant. On ne peut pas ne pas vouloir protéger nos concitoyens. C'est la base. Ouais. Donc la réglementation, elle sert d'abord à ça. Très bien. Donc mettons en place des pare-feux. Il se trouve, mais c'était vrai pour le RGPD, ça commence par pénaliser qui? Les petites et moyennes entreprises européennes, les gros pouvant y arriver ou restant offshore, pouvant continuer à faire des choses. Alors le RGPD est le premier règlement qui marche offshore. Donc ça, c'est très bien. Je ne sais pas ce qu'il faut faire dans les blockchains, mais probablement dans les cryptos, mais probablement un truc un peu pareil, où les réglementations doivent pouvoir s'appliquer en dehors du territoire. Il y a une notion d'extraterritorialité, sinon on ne va pas y arriver. On va tous devenir, on va acheter des bitcoins, je ne sais pas qui. Il faut aussi mettre les moyens pour faire la chasse à, et visiblement, la DAN dénonce aussi une certaine inaction. Mais c'est exactement ça. Il faut chercher à protéger. Alors bon. Si je demande plus de régulation, c'est assez paradoxal, c'est pas trop mon habitude, mais quand même, on voit les vertus, surtout dans une économie comme celle de la France. Mais en tout cas, qu'elle s'applique à tout le monde aussi. Mais bien sûr, oui, voilà, exactement. Alors, on n'a plus beaucoup de temps pour parler de notre dernier sujet, c'est le risque de coupure cet hiver. À partir de janvier 2023, Orange nous dit, attention, il risque d'y avoir des impacts sur nos réseaux, pour l'Internet, la téléphonie fixe aussi, et les mobiles. Alors, ils ont publié toute une page en expliquant, en gros, sur les mobiles, on peut tenir 20 minutes en autonomie, mais après, ça va tomber et vous ne pourrez plus passer de coup de fil, vous connecter à Internet, évidemment utiliser votre Wi-Fi, tout ça. Est-ce que ça va mieux en le disant, cette page que présente Orange, ou est-ce que là, on fait de la surenchère sur cette inquiétude face aux risques? Ça va mieux en le disant et on n'a encore rien vu. La résilience de nos réseaux, mais la résilience de nos réseaux, c'est un sujet sur lequel nous travaillons. Nous avons publié un rapport le 22 juin dernier. C'est extrêmement préoccupant. Là, on parle du délestage. Mais imaginez une tempête, Alex, sur nos réseaux qui sont à plus de 50% en aérien. Ce sont des réseaux d'importance vitale. Si vous êtes privé de connexion à la maison, vous ne pouvez plus appeler les services d'urgence. Donc il va falloir travailler, mais sur le long terme certainement, pour que la totalité de nos réseaux soit résilient. Là, on parle du délestage énergétique et ça m'interroge sur notre capacité, notre flexibilité, alors qu'on dépense tant d'argent sur l'énergie, à faire mieux que du délestage non géolocalisé ou non ciblé, ou du bridage d'énergie chez les particuliers, etc. Je suis assez surpris que la France n'ait pas encore cette capacité-là. Il va falloir en tirer les conséquences sur notre réseau énergétique. Maintenant, Orange annonce un fait. On ne peut pas faire mieux que ça. 20 minutes d'autonomie grâce à des batteries qu'on rajoute. Ou alors, si on veut une résilience optimale sur les réseaux mobiles, il faudrait la payer. Ça serait colossal. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Ça vaut pour le réseau énergétique, mais ça vaut aussi pour nos réseaux télécoms, parce que demain, attention aux événements climatiques qui pourraient voir se perpétrer à grande échelle les petits risques de délestage qu'on imagine aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai pas le temps de faire réagir Alain Staron. Je suis désolée. L'avenir des réseaux. Alain Staron d'Artifil qui revient de toute façon toutes les semaines. Donc vous reviendrez en 2023 parce que là c'est la dernière séquence du débrief 2022. Merci beaucoup Philippe Legrand d'Infranum. À suivre une petite pause et puis on se retrouve pour notre rendez-vous avec Bernard Ourganlian, un des piliers de Microsoft France.
Et c'est parti pour la deuxième séquence de Smartech. Merci beaucoup de nous suivre chaque jour. Dans cette deuxième séquence, on a rendez-vous avec une éminente personnalité dans la tech au sens technique et technologique. C'est notre rendez-vous avec Bernard Ourgorlian, le directeur technique et sécurité de Microsoft France. Autant dire un pilier des technologies chez Microsoft. Il est entré en 1999, docteur en mathématiques. Il avait commencé sa carrière d'abord comme enseignant-chercheur à l'université d'Orsay. C'est l'auteur de plusieurs ouvrages spécialisés relatifs aux statistiques et à l'informatique. Aujourd'hui, il est membre du comité de direction de Microsoft France et il a la responsabilité de la conduite globale de la stratégie de Microsoft en France en matière de technologie et de sécurité. Je vous l'ai dit, bonjour Bernard Ourgorlian. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous pour cette dernière édition avant les grandes vacances de Noël. Vous travaillez en étroite collaboration, j'imagine, avec Microsoft Corporation et Microsoft Research. Quel est le niveau d'autonomie aujourd'hui d'un directeur des technologies dans une filiale, et la filiale française en particulier ? C'est une bonne question. En fait, le niveau d'autonomie, il est quand même celui qu'on se donne. Pour donner un exemple précis, vous avez probablement entendu parler d'un projet qui résulte dans un partenariat avec Capgemini et Orange autour de la création en France d'une société autonome et indépendante par rapport à Microsoft qui s'appelle Bleu et dont l'objectif est de commercialiser ce qu'on peut appeler un cloud de confiance ou un cloud souverain. Donc cette initiative, c'est une initiative que j'ai portée depuis le début et pour laquelle j'ai dû évidemment convaincre non seulement les actionnaires que sont Capgemini et Orange, mais également Microsoft Corporation. Donc c'est typiquement le genre de projet pour lequel quand on se donne le niveau d'autonomie et que l'on prend effectivement un certain nombre de décisions locales, on arrive à se faire entendre. Ça ne veut pas dire que ce soit tout le temps le cas, mais il y a quand même des cas significatifs, parce que là, il s'agit quand même d'un projet très important pour lequel il est possible effectivement de se faire entendre. Et c'est un projet alors hautement sensible aussi, hein, évidemment, c'est un projet qu'on suit nous de très près puisque il entre en plein dans ce questionnement actuel de l'autonomie, de l'indépendance numérique de la France et plus largement de l'Europe. Et tout n'est pas encore dit dans cette affaire et je pense que ce sera un dossier encore brûlant en 2023. Je voulais que vous reveniez aussi sur cet événement de Microsoft qui s'est tenu cette semaine, Envision. Quels sont les grands sujets chez Microsoft France en ce moment ? Excusez-moi, mais je n'ai pas entendu quels sont les grands. Il y a eu un blanc et ensuite je ne vous ai pas entendu, pardonnez-moi. Pas de problème. Quels sont les c'est grands... la magie de la technologie. Oui, c'est ça. Quels sont les grands sujets que vous avez abordés lors de cette conférence? Quels sont les grands sujets de Microsoft France en ce moment? Alors, les grands sujets de l'innovation de Microsoft en ce moment, c'est certainement tout ce qui tourne autour d'une innovation responsable. Donc, quand on parle d'innovation responsable, ça veut dire de mettre sur le marché un certain nombre de technologies qui sont à la fois acceptables sur le plan sociétal, mais qui sont en même temps acceptables sur le plan de leur empreinte carbone. Donc il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de mettre sur le marché des technologies qui ne pourraient pas répondre à un certain nombre d'objectifs en matière de développement durable. Vous savez probablement que Microsoft s'est engagé à devenir carbone négatif d'ici 2030 et à absorber ou réabsorber la totalité de l'oxyde de carbone qu'on aura émis depuis la création de l'entreprise d'ici 2050, ce qui veut donc dire qu'on est en train de travailler de manière extrêmement active sur des technologies de capture d'oxyde de carbone dans l'atmosphère, de telle façon qu'on puisse effectivement diminuer au fur et à mesure l'empreinte carbone et la rendre négative à partir de 2030. Il y a le sujet de la cybersécurité, puisque c'est dans votre champ direct de responsabilité au sein de Microsoft France. Vous avez publié un Defense Report 2022. Vous nous dites qu'aujourd'hui, on est en train d'entrer dans une nouvelle ère de cybermenaces. Alors, le rapport, il commence comme ça. Le 23 février 2022, le monde de la cybersécurité est entré dans une nouvelle ère, celle de la guerre hybride, lorsque la Russie a lancé des attaques à la fois physiques et numériques contre l'Ukraine.
Mais pour l'instant, heureusement, je dois dire, on n'a pas encore vécu véritablement cette cyberguerre. En fait, ça, c'est la vision que l'on peut en avoir quand on est un peu, on va dire, déconnecté de ce qui se passe de manière concrète sur le terrain. Donc aujourd'hui, Microsoft collabore de manière extrêmement active avec les services en charge de la cyberguerre en Ukraine. On a une liaison sécurisée qui fonctionne 24 heures sur 24 avec ces services pour leur communiquer toutes les informations dont on dispose en matière de cybermenaces. Donc Microsoft collecte chaque jour 43 000 milliards, vous avez bien entendu, de signaux de sécurité qui, d'une manière générale, font, à travers l'utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle notamment, une sorte de résumé de tout ce qui peut se passer à la surface de la planète en matière de cyberattaque. Et donc l'objectif de cette communication avec l'Ukraine, c'est d'essayer de permettre à l'Ukraine de se défendre contre l'ensemble de ces cyberattaques. Donc il ne faut pas croire qu'il ne se passe rien. C'est effectivement l'impression qu'on peut en avoir, mais c'est un petit peu l'illusion du canard qui se déplace sur l'eau. On a l'impression qu'il est totalement immobile, alors que dans la pratique, il est en train d'agiter ses petites pattes sous l'eau. Et là, en l'occurrence, c'est exactement la même chose. Donc, on travaille d'arrache-pied pour essayer d'aider l'Ukraine à se protéger. Il ne faut pas du tout penser que la Russie est inactive sur ces sujets. Au contraire, si vous lisez de manière attentive le rapport, vous verrez qu'il y a des coïncidences de dates extrêmement troublantes entre, par exemple, l'envoi d'un missile sur une centrale nucléaire et le fait qu'il y ait une cyberattaque sur les capacités nucléaires de l'Ukraine qui se déclenche soit juste avant, soit juste après. Donc, étant donné les coïncidences de dates et la multiplicité de ce genre d'événements, on ne peut pas penser que ce sont des hasards purs et simples. Alors, on n'a plus beaucoup de temps ensemble déjà. Je voulais aussi vous poser cette question, puisque je sais que vous partez à la retraite, là, à la fin de cette année. Quelle est la feuille de route, finalement, que vous allez laisser à vos successeurs ? Je pense que l'élément le plus important de cette feuille de route, c'est clairement l'atterrissage, entre guillemets, du projet bleu dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est clairement la priorité. Au-delà de ça, sur le plan technologique, on a lancé il y a quelques mois maintenant un pari extrêmement ambitieux autour de la capacité finalement d'adresser un certain nombre de ces défis climatiques auxquels je faisais référence, comme la question de la capture de l'oxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc, on travaille bien sûr sur la perspective de l'arrivée d'un ordinateur quantique qui sera capable effectivement de créer des catalyseurs pour adresser cet objectif. Mais en attendant qu'un ordinateur quantique suffisamment grand pour résoudre ce genre de problème soit disponible, on travaille activement et on essaye de se rapprocher d'un certain nombre de startups au sein de l'écosystème français pour faire ce qu'on pourrait appeler de la simulation moléculaire, donc en gros de l'assemblage de molécules atome par atome, auquel on va appliquer des algorithmes d'intelligence artificielle pour permettre de résoudre de manière approximative les équations fondamentales de la physique qui vont nous permettre de créer des molécules capables effectivement d'atteindre ce type d'objectif. Donc en attendant qu'un ordinateur quantique soit disponible avec suffisamment de taille pour résoudre ces problèmes très complexes sur le plan de la physique théorique, l'idée c'est effectivement de ne pas rester les bras croisés et d'avancer le plus vite possible en utilisant ces technologies de simulation moléculaire et d'intelligence artificielle. Bon, et vous, qu'est-ce que vous avez prévu de faire en 2023 ? Je vois un décor de montagne derrière vous. Vous allez skier, c'est ça ? En l'occurrence, j'aime vraiment beaucoup la montagne. Mais pour être honnête, non, je pense que je vais me remettre à quelque chose qui me tient à cœur depuis des années maintenant, qui est la musique. Donc la musique, c'est une partie de ma vie qui n'est pas encore complètement satisfaite parce qu'évidemment, c'est relativement difficile de pouvoir faire à la fois de la technologie à haut niveau et en même temps faire aussi de la musique à haut niveau. Donc je vais consacrer beaucoup de mes journées à composer,
jouer du piano, chanter, bref, faire quelque chose qui m'a manqué depuis très très longtemps. Super, ça c'est un beau programme. Peut-être que vous viendrez quand même dans Smart Tech de temps en temps pour défendre le projet bleu, parce que chez nous, ça fait beaucoup de polémiques et donc ce serait intéressant de vous entendre sur ce projet que vous avez porté vous-même. Ça sera très volontiers, mais je pense que c'est surtout les actionnaires et la société bleue, quand elle sera créée, qui devra s'exprimer sur ce sujet, puisque Microsoft, en tant que tel, sera effectivement un fournisseur de technologie, mais pas un actionnaire. Merci beaucoup Bernard Ourganlian. Je rappelle que vous êtes le directeur technique et sécurité, un pilier donc de ces technologies chez Microsoft France. Merci d'avoir été avec nous. À suivre Merci. Dans Smart Tech, c'est la dernière séquence. Où va le web ? Dans Où va le web aujourd'hui, on va découvrir un projet de jeu vidéo dans un métavers, mais il est basé sur des images, des films et la musique et des archives aussi de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin fera bientôt son entrée dans le métavers. C'est au studio québécois BDF Friend Games qu'on doit cette idée un peu folle et surtout unique, puisqu'aucune icône du cinéma n'avait jamais été réactualisée et réincarnée dans ce mode de communication moderne. Le studio a en fait obtenu une licence mondiale exclusive pour développer des jeux vidéo et un métavers donc basé sur les images, les films, la musique et les archives de Charlie Chaplin. Comment ? Grâce à ses relations privilégiées avec la famille, les créateurs ont promis de respecter l'esprit Chaplin. On s'inspire de ses valeurs, de sa vision du monde et de sa philosophie, ont-ils dit. Alors, vous vous imaginez déjà flâner avec le mythique vagabond. Pour tout vous dire, les bâtisseurs eux-mêmes de ce métavers ne savent pas vraiment encore à quoi il ressemblera. Les explorations débutent à peine. Charlot sera-t-il un avatar ? Sera-t-il d'ailleurs en couleur ? Encore une fois, les créateurs ne veulent pas dénaturer le matériel original de son œuvre cinématographique. Feront-ils des focus sur des thèmes marquants de la vie de Chaplin ou feront-ils le choix de se concentrer sur des films en particulier ? On ne sait pas. Mais le style de jeu, tout de même, se profile. Il pourrait ressembler à un jeu de type pointe et clic, un jeu dans lequel on progresse dans une aventure en cliquant sur des objets sur une image fixe, parfois animée, et sur laquelle on interagit avec une souris d'ordinateur. Suite au prochain épisode, donc. Mais alors pourquoi ce jeu vidéo et métavers spécial Charlie Chaplin a-t-il toutes ses chances de rencontrer le succès ? Eh bien cela peut paraître surprenant, mais parce que l'acteur est très populaire auprès des jeunes. La chaîne YouTube officielle en hommage au cinéaste cumule quelques 30 millions de vues par mois, en provenance surtout de jeunes internautes du monde entier. Et son humanisme fait aussi de lui le héros idéal pour le 21e siècle. Mais patience, comme je le disais, il faut attendre maintenant au moins 1 an avant de jouer au premier jeu vidéo de Charlot. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre avec une grande fidélité. Smart Tech reprend en janvier 2023. En attendant, on vous proposera plein de best-of pendant les fêtes de fin d'année. Et d'ailleurs, je vous les souhaite très belles, ces fêtes.